Hello à tous, bienvenue sur Solo Quest, le podcast où on parle freelancing et solo business. Aujourd'hui, on se retrouve avec un crack du freelancing, Rémi Loher. Salut Rémi. Salut Axel. Bah écoute, merci à toi d'être venu aujourd'hui. Alors Rémi, comment te présenter? En gros, tu fais beaucoup de choses aujourd'hui. Tu crées beaucoup de contenu à destination des freelances, que ce soit sur LinkedIn, via ta newsletter ou ton podcast. Et tu as aussi en gros une formation dédiée justement pour les freelances pour qui performent mieux. Ton expertise, c'est du SEO. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire un peu comment tu gagnes ta vie aujourd'hui en tant que solopreneur? Ouais, bien sûr. Du coup, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Pour donner l'ordre chronologique en fait de ce qui s'est passé. Donc, en gros, j'ai fait une école de commerce, parcours un peu style prépa puis école quoi. Je voulais devenir entrepreneur, mais j'ai commencé à faire de la banque d'affaires, du conseil en stratégie, etc. Ce qui m'a ce qui m'a permis de découvrir des milieux avec de prestations de services. Je le savais pas encore à ce moment-là, mais avec une forte exigence du côté des clients parce que c'est facturé très très cher. Et puis ensuite, j'ai rebasculé vers l'entrepreneuriat en rejoignant eFounders, qui est un startup studio qui a lancé une trentaine de boîtes en France, dont plusieurs licornes, et c'était la mode à l'époque. Et j'avais envie d'être un peu à l'école de l'entrepreneuriat, donc j'ai rejoint eFounders et particulièrement une de leurs boîtes, Collective Work, qui était une plateforme pour les équipes de freelance à ce moment-là, et qui a pivoté aujourd'hui, qui est devenu plus un réseau social à destination des freelances. Et du coup, après 2 ans chez Collective, je me sentais suffisamment armé pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et le domaine que je connaissais bien, c'était celui de la prestation de services et du freelancing. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en tant que freelance. Assez vite, je me suis dit, je vais monter une agence, alors que j'appelais un collectif, mais en fait, c'était globalement une structure verticalisée sur laquelle on avait une marge au-dessus du prix que nous facturaient les freelances et entre le prix qu'on facturait aux clients. Et assez vite, donc ça s'est bien passé. On l'a monté, c'était un collectif SEO, donc on l'a monté de 0 à 50 000 euros, à 45 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Mais je me suis rendu compte que ce business me plaisait pas du tout. Et je suis repassé solopreneur. Et comme j'avais construit en public toute mon activité et déjà parlé beaucoup de freelancing, naturellement, j'ai continué à le faire. Tu disais mon expertise, c'était le SEO. Donc, j'ai sorti quelques contenus à destination des freelances, mais une première grosse formation qui était une formation SEO. Et après, je me suis lancé à fond dans le solopreneuriat, entre guillemets, avec un modèle où la majorité de mes revenus viennent maintenant, c'était ta question, de mon programme d'accompagnement pour les freelances qui veulent développer leur business. Donc ça s'est fait dans ce sens-là, de manière chronologique. J'étais assez long, mais en gros, voilà, ça a pris 4-5 ans avant de bien mûrir la découverte du marché de la prestation de services. Et aujourd'hui, l'activité d'accompagnement en freelance que j'ai développée là à fond sur les dernières semaines, les derniers mois. Ok, bah merci pour la présentation. En fait, là pour l'épisode, je pense que ce qui va être pertinent, c'est dans un second temps revenir peut-être un peu plus sur ton parcours. Premier temps, en fait, bah justement, tu te destines à former les freelances aujourd'hui. Euh, on peut parler du coup comment atteindre les 10K par mois, enfin les 10 000 euros par mois en tant que freelance, comment mieux performer en tant que freelance. Déjà, première question peut-être un peu ouverte, les 10 000 euros par mois en tant que freelance, c'est une exception ou la réalité finalement pour beaucoup de freelance? Je pense que c'est entre les deux. Je pense que il y a beaucoup de bruit autour de ça. Beaucoup de personnes qui parlent sans forcément connaître le marché du freelancing de l'intérieur. La réalité, c'est que si tu parles à des personnes qui ont une vision globale du marché, c'est-à-dire qui ont rencontré des centaines de freelances, ils vont tous te dire qu'il y a beaucoup de freelances qui vivent très très bien de leur activité, comme il y en a aussi beaucoup qui galèrent, entre guillemets, ou en tout cas qui font pas le chiffre d'affaires qu'ils veulent. Maintenant, il faut bien différencier, tu vois, le statut, donc qu'est-ce qui est aujourd'hui, et les possibilités, c'est-à-dire si l'ensemble des freelances étaient armés, conscients de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer leur business, est-ce qu'ils pourraient générer 10 000 euros par mois? Et pour moi, c'est évident là-dessus que la réponse est oui. Ça prend du temps, c'est pas facile, et il y a des étapes à mettre en place, et ça dépend aussi beaucoup de ton niveau de départ. Mais tu vois, si on se dit quelqu'un qui a le bon niveau de connaissance, le bon niveau de process, qui travaille et qui apprend de ses erreurs, en 2 à 3 ans, il fait 10 000 euros par mois en freelance s'il a envie de le faire. Et c'est aussi une grande condition, tu vois, c'est d'être prêt à accepter la charge de travail qu'il peut y avoir au début pour atteindre ce niveau de revenus, enfin de chiffre d'affaires, et après de structurer son activité pour continuer à faire ce niveau de CA,
sans se tuer au travail et travailler 50-60 heures par semaine, ce qui était mon cas en fait au début. Hein. Mais d'ailleurs, tu vois, je construisais, enfin, sur mon build-in public, je partageais mon CA depuis le début. Et en fait, bah, le premier mois, le deuxième mois, j'étais déjà à plus de 10 000 euros par mois de CA. Donc, c'était pas 10 000 euros par mois parce que c'était un mois à 10 000 euros. Et après, je l'ai répété. Mais c'est arrivé immédiatement. Donc, en fonction de ton niveau de départ, soit tu y arrives direct, soit ça va te prendre 2, 3, peut-être même 4 ans, tu vois, pour y arriver, à condition d'avoir envie de le faire et d'être prêt à déployer les efforts nécessaires. Et typiquement, bah, moi, au début, je travaillais 50, 60 heures par semaine, voire plus, pour atteindre ce niveau de revenu. Et après, j'ai structuré mon activité pour le maintenir sans, et même aller au-dessus, sans travailler plus de 30, 35 heures par semaine, quoi. Ok, super intéressant. J'avais pas cette notion temporelle justement de ton CA. Enfin, ça, tu l'oublies peut-être un peu dans tes contenus, de mentionner le temps passé finalement pour générer. Parce que si on travaille 80 heures par semaine ou 60 heures, c'est peut-être pas non plus très intéressant de dépasser les 10 000 pour justement le faire. Mais en gros, dans tes contenus, tu parles de 4 étapes pour performer en freelance et viser du coup les 100K à l'année. J'aimerais bien qu'on reparcourt du coup ces 4 étapes que tu referais justement si toi tu te lançais en tant que freelance. Donc la première, c'est identifier le nombre de prospects à générer. Deuxième, créer un système pour trouver ses prospects. Troisième étape, progresser en vente pour signer ses clients. Et quatrième étape, satisfaire ses clients. Du coup, la première, si on peut renommer peut-être en funnel, euh, c'est quoi l'intérêt de déterminer déjà son nombre de prospects et comment on peut déterminer le nombre de prospects dont on a besoin pour son business? Ouais. Alors, le contenu auquel tu fais référence, du coup, c'était un post LinkedIn sur lequel Ouais. j'avais fait un carrousel, donc en gros des slides qui expliquaient ça. L'inconvénient, c'est que ça demande de donner suffisamment de détails pour que ce soit intéressant, mais pas non plus rentrer dans tous les micro-détails parce que sinon tu perds les gens et du coup le contenu n'est pas vu. Donc tu es aussi obligé de t'adapter à ça. Donc l'étape 1, en fait, c'est quand même pas mal de sous-étapes à décliner. Il y a une première réalité qui est importante à comprendre, c'est qu'en fonction du marché sur lequel tu vas aller, tu as une plus ou moins forte probabilité d'atteindre ton objectif de chiffre d'affaires, notamment si c'est 10 000 euros par mois, rapidement ou pas. Et ça, il faut vraiment le saisir. Tu vois, si tu vas sur un marché qui est saturé, sur lequel il y a beaucoup de freelance, donc saturé, qu'est-ce que j'entends par là, c'est il y a beaucoup de freelance expérimentés avec un gros CV, beaucoup d'études de cas, de clients accompagnés de réussite et des prospects en demande de cette expertise, et que toi, tu arrives, tu es jeune diplômé, ou alors tu as 2-3 ans d'expérience, mais tu n'as pas le même niveau de réussite ou de choses que tu peux mettre en avant que ta concurrence, en fait, tu vas stagner pendant très longtemps jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut que tu atteignes un niveau de crédibilité, de légitimité aussi élevé que ça et que ça prend des années. Donc, il faut se lancer sur un marché qui correspond à ton niveau de développement, tes compétences et tu vois ce qu'on dit beaucoup dans les startups, ton unfair advantage. En gros, qu'est-ce qui fait que tu es le meilleur ou tu es la meilleure pour exécuter le type de prestation sur lequel tu peux aller te positionner. Je peux prendre un exemple récemment. Tu vois, il y a un jeune diplômé qui est encore en fait en alternance, qui fait du design. Et lui, en fait, initialement, on se disait, je veux aller faire du branding en freelance pour des entreprises, donc du brand design, donc c'est les logos, les chartes graphiques, etc. Et en fait, pour vendre des prestations là-dessus, il faut vraiment être excellent et il faut avoir un style, un portfolio vraiment différencié de ce que peut faire la masse. Sinon, tu vas galérer pendant des années. Et donc, du mal au début, des petits projets, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a shifté on l'a fait passer sur un micro-service, donc c'est-à-dire un panier moyen, tu vois, entre 30 et entre 300 et 500 euros, qui additionne plusieurs compétences. Et c'est du design orienté pour générer du chiffre d'affaires pour les clients. Je ne vais pas révéler son positionnement tout de suite parce qu'il est encore au début. Mais là-dessus, tu vois, en fait, il est passé immédiatement de j'ai 1 ou 2 prospects tous les mois à 30, 40 prospects qui demandent mon service et qui attendent ça. Et ce qui fait que derrière, maintenant, son activité, elle peut tourner. Donc ça, c'est la première étape, tu vois, se dire sur quel type de compétences principales je vais rentrer, quelles sont les compétences secondaires que je vais mobiliser, et est-ce que j'ai la crédibilité suffisante pour vendre la transformation ou le type de prestation de service que je propose à mon client. Et ça, c'est vraiment l'étape que personne ne fait, ou en tout cas que peu de personnes font, et qui est cruciale pour que ça fonctionne. C'est aussi ce que j'avais fait au début quand je me suis lancé. On pourra rentrer dans le détail dans la deuxième partie. La deuxième sous-étape, c'est de se dire, ok, combien je dois facturer au sein de ce marché pour exister. Parce que si tu factures trop bas, globalement, tu vas pas être comme
cheap. Du coup, on va pas avoir envie de te faire confiance. Si tu factures trop haut et que t'as pas la crédibilité qu'il justifie, tu vas pas réussir à signer de clients. Donc, faut réussir à trouver le bon intermédiaire là-dessus. Et en fonction du type de prestation, du coup, le combien tu factures, c'est ce que j'appelle la lifetime value. En gros, c'est un concept business général, mais qu'on peut appliquer au freelancing, qui est de se dire, un client, quand il rentre chez moi, combien il va dépenser. Normalement, c'est sur toute la durée de sa vie, donc il y a plein de manières de la calculer, etc. Mais sans rentrer dans les complexités, sur 1 ou 2 ans, tu vois, combien de cash je vais récolter avec un client standard. Sans rentrer dans les détails, tu vois, mais juste à voir, est-ce que c'est 1000 ou est-ce que c'est 20 000? Et en fonction des marchés, ça peut être 20, 30, 40 000, comme ça peut être 1000 ou 2000. Une fois que tu as ça, tu sais combien de prospects tu dois aller générer si tu appliques une petite variable au milieu qui va être ton taux de closing, donc parmi les prospects que tu attires, combien tu arrives à convertir en clients, et du coup, in fine, combien tu as de clients, et multiplié par ta lifetime value, combien tu fais de chiffre d'affaires. Il faut avoir une vision claire de son marché, de l'équation qu'on a besoin d'exécuter pour atteindre notre objectif, pour ensuite savoir sur quel point de l'équation tu dois travailler. Est-ce que c'est vendre plus cher? Est-ce que c'est attirer plus de prospects? Ou est-ce que c'est augmenter ton taux de closing, donc de conversion entre tes prospects et tes clients? Comme ça, tu sais le pan sur lequel tu dois travailler au fur et à mesure que tu vas te développer. Je sais pas si c'est assez clair ou si tu as des questions, Non, des points que tu veux creuser super là-dessus. clair. Mais moi, j'ai une question du coup sur comment challenger en fait son marché. En gros, si on prend le cas très opposé d'un rédacteur ou d'un développeur, déjà la capacité à générer de l'argent va pas être du tout la même. Un développeur, son TGM va être beaucoup plus élevé qu'un rédacteur. Mais si on prend l'exemple d'un rédacteur, il peut très bien se spécialiser en SEO. Il peut vendre peut-être plus cher son service en tant que rédacteur SEO qu'en tant que rédacteur classique. Mais du coup, comment vraiment challenger son positionnement? Comment aller chercher finalement les marchés adjacents ou Ouais. autres qui permettent de générer plus d'argent? Ouais, tu as 100% raison. Donc le point qu'il faut vraiment avoir en tête là-dessus, c'est que c'est pas un travail que tu fais une fois, sans les infos, et puis après tu te lances, et derrière, pendant 3 ans, tu exécutes, et tu vas rien changer à ton positionnement. Ça, c'est le truc, je le répète constamment, mais je peux le répéter autant que je veux. En fait, les gens continuent à faire ces erreurs et à travailler 3, 4, 5, voire plus journées sur leur positionnement, tu vois, alors qu'en fait, il te faut une vision, un endroit où tu as envie d'aller, que tu vas après confronter à la réalité du marché en essayant d'attirer tes prospects, de signer tes clients et en découvrant des nouvelles problématiques et du coup en itérant sur le marché vers lequel tu vas. Donc c'est un processus itératif, c'est-à-dire que tu n'as pas la bonne réponse tout de suite. Par contre, en 4 à 8 heures, quoi, en gros, tu peux avoir une roadmap assez claire sur soit une feuille de papier ou alors un Notion sur lequel tu écris qui je cible, qu'est-ce que je lui vends, combien je le vends, pourquoi est-ce qu'il a intérêt à faire appel à moi, etc. Et comme ça, tu sais où est-ce que tu vas. Et après, derrière, tu confrontes ça au marché, et en fonction des retours de marché que tu as, là, tu peux avancer. La difficulté, c'est qu'il faut être il faut avoir la lucidité de comprendre les signaux de marché. Donc typiquement, quand quand tes prospects te disent c'est intéressant, mais finalement on n'a pas le budget ou on a changé d'avis, etc., c'est qu'il y a un problème de ton positionnement. C'est pas qu'il a changé d'avis ou que finalement il n'a pas le budget. C'est que tu n'as pas réussi à convaincre. C'est un signal d'alerte sur ton offre, ton marché, où est-ce que tu es en train de te positionner. Et du coup, il faut reprendre la liste. Tu as des trucs qui fait que est-ce que vraiment j'ai la crédibilité suffisante pour vendre mon service? Est-ce que mon service, il a suffisamment d'intérêt pour les clients qui font appel à moi? Et est-ce que j'ai besoin de, du coup, changer ma compétence principale ou progresser sur ma compétence principale ou mes compétences secondaires pour pouvoir attaquer ce marché? Ou est-ce que j'ai des alternatives entre-temps? Pour être plus précis là-dessus, si tu veux, moi je peux te donner l'exemple de ce qui s'est passé pour moi. Au début, je me suis dit, je vais faire donc je travaillais pour Collective, on a beaucoup grossi en organique, c'est-à-dire sans faire de publicité, via du content marketing, donc en produisant du contenu à destination des freelances et à destination des entreprises, et notamment sur LinkedIn. Donc et je connaissais beaucoup de SaaS, donc de logiciels, qui du coup me contactaient, notamment chez eFounders, pour savoir comment est-ce qu'on avait fait, quelle stratégie de contenu ils pouvaient déployer chez eux, qu'est-ce qui serait intéressant à mettre en place. Donc je me suis dit, je vais devenir une usine à contenu pour les logiciels parce que je maîtrise bien leurs problématiques, etc. et que je l'ai déjà fait pour une boîte. Et je vais leur proposer ça sous forme d'abonnement, 2000, 3, 4000 euros par mois pour définir leur stratégie et deux, produire tous les contenus qui derrière vont leur permettre de créer leur notoriété et d'attirer des clients. C'était une bonne idée sur le papier, mais après 2-3 clients avec lesquels j'ai bossé sur ce format-là, je me suis rendu compte que j'avais pas les résultats suffisamment vite.
j'arrivais pas à closer autant que je voulais. Et donc, il y avait un problème, en fait, de ce qu'on appelle dans les startups de product market fit, tu vois, c'est que le produit, il était intéressant, mais il trouvait pas réellement son marché. Et ça, je l'ai eu que en 1 à 2 mois en essayant d'activer. Et là, je me suis rendu compte, ok, en fait, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est un aspect rentabilité, un aspect chiffre qui prend 4, 6, voire plus mois à prouver quand tu fais du contenu de manière organique sur des réseaux sociaux ou des plateformes, par exemple. En revanche, en SEO, la plupart des boîtes, elles ont quand même envie d'aller investir dessus. Et l'avenir du SEO, c'est de produire du contenu de qualité, pas uniquement pour Google, donc pas uniquement en référencement naturel, mais aussi sur des plateformes, justement, donc LinkedIn, YouTube, etc. Et donc, je me suis dit, le point d'entrée va être en fait le SEO, mais à ça, je vais ajouter la patte et la coloration, content marketing, différencié, contenu de qualité que je peux ajouter au-dessus. Et c'est comme ça que mon positionnement, mon offre a évolué très vite pour basculer sur quelque chose qui était plus intéressant pour les clients et qui me permettait, un, d'attirer plus de prospects et deux, d'augmenter mon taux de closing et trois aussi la LTV, mais ça c'était bonus. Et donc voilà, tu vois, pour répondre à ta question, quelle est la démarche intellectuelle que tu dois avoir une fois que tu as choisi un cap? Il faut le prouver et après il faut être capable d'aller le modifier en fonction des retours terrain que tu reçois. Ok. Mais du coup, il y a quand même une question qui me vient, c'est sur le positionnement. On parle souvent de se nicher, donc soit se nicher sur une compétence ou peut-être sur une cible, cibler vraiment un seul type de client. Toi, tu es à l'aise justement sur cette notion de se nicher ou plutôt rester généraliste et proposer quand même un service assez diversifié? Enfin, c'est quoi ta stratégie sur le sujet? Le problème avec ce conseil, c'est que y a des exemples et des contre-exemples dans les deux cas. Donc, c'est-à-dire, oui, se nicher, ça peut être intéressant, ou alors rester général, ça peut aussi être intéressant. Je pense que ça vient du fait que se nicher, globalement, c'est un mot, mais il y a 1000 définitions derrière de ce que ça veut dire. Donc, pour moi, tu vois, le positionnement, c'est l'alignement entre qui est-ce que tu cibles, qu'est-ce que tu vends comme offre, comment est-ce que tu délivres ton offre, comment est-ce que tu trouves tes clients, et est-ce que tu arrives à générer les résultats pour tes clients. Si tu as c'est l'alignement, tu vois, de ces points-là, il faut que tu arrives à les aligner pour que ton positionnement soit pertinent. Ce qui veut dire que tu as des positionnements très pertinents qui vont être entre guillemets des niches. Donc, si on entend par niche sectorielle, tu vois, c'est-à-dire, ça n'a pas marché, mais content marketing pour les SaaS, donc pour les logiciels qui ont levé une série A, c'est une niche, on pourrait dire, mais c'est pas suffisant de se nicher en fait pour que ça fonctionne. À l'inverse, après, du coup, le truc sur lequel je suis passé, c'était plus SEO, orienté pour générer du chiffre d'affaires ou en tout cas de l'attraction commerciale en moins de 6 mois pour les startups. Donc est-ce que c'est une niche ou pas? Ça reste à voir, tu vois, mais en tout cas, au moins, j'avais un alignement parfait entre tous les différents points de ma ligne de positionnement qui faisait que ça fonctionnait. Et tu peux être très général, en vrai, dans ton positionnement et quand même fonctionner, mais juste, il faut avoir le niveau de crédibilité et d'expertise pour le justifier. C'est-à-dire avoir travaillé avec plusieurs types de boîtes très différentes pour dire, moi, je suis capable de travailler avec n'importe qui et d'avoir des résultats significatifs. Souvent, ce qui se passe dans la réalité, dans 99% des cas, c'est que c'est pas vrai. C'est que le mieux, en fait, c'est de faire ce que tu as fait avant et de le refaire pour d'autres personnes qui sont exactement dans la même situation. Comme ça, tu améliores les résultats que tu génères pour ces gens-là. Ça te prend moins de temps et tu peux packager de plus en plus ton offre et du coup augmenter. Bon, là, on peut sur les étapes d'après, mais augmenter tes prix et être plus rentable en termes de temps passé sur tes projets sans détériorer la qualité de ta prestation de service et les résultats que tu obtiens pour tes clients. Pour ça, pour moi, c'est un processus naturel d'entre guillemets se nicher si on entend que c'est réduire le champ des entreprises qui sont éligibles au fait de travailler avec toi. Ouais. Même intellectuellement aussi, se nicher quand on travaille toujours pour la même cible, toujours les mêmes projets, c'est aussi intellectuellement très fatigant. En gros, son quotidien, en fait, tu fais tout le temps la même chose. Donc finalement, se nicher, c'est aussi bien pour peut-être générer plus d'argent, packager ses services et productiser un peu tout son savoir. Mais en même temps, tu vas avoir l'inconvénient de faire tout le temps la même chose. Donc c'est pas forcément toujours un bon conseil. Bon, mais en fait, c'est une voie possible, tu vois, de se dire, en fait, je vais faire toujours la même chose pour exactement le même type de boîte et je vais être super rentable. Et c'est d'ailleurs une trajectoire si tu as envie de faire beaucoup plus que 10 000 euros par mois. Mais dans la réalité, en France, je n'ai rencontré personne qui avait réussi à faire ça
justement parce que ça les saoule au bout de 3-4 mois d'aller faire la même chose pour les mêmes clients. Et donc en fait, naturellement, c'est pas que tu pivotes, mais t'itères, tu vois, tu vas vers vers de nouvelles choses, t'ajoutes des nouvelles briques de compétences et du coup tu fais un service continuellement différent. Donc tu développes un nouveau service, t'as des gros résultats. Là, pendant quelques mois, tu vas enchaîner, tu vas être très rentable, et puis après, ça te saoule, et du coup, tu commences à essayer d'aller diversifier le type de mission que tu fais, t'es un petit peu moins rentable, et puis après, derrière, tu vois, le cycle, il continue, et c'est comme ça que tu progresses dans ta carrière de freelance, et notamment, tu vas vers des sujets qui nécessitent de plus en plus d'expertise, de stratégie, de compréhension fine des enjeux business ou d'une entreprise pour des entreprises de plus en plus complexes. Du coup, si je résume, en gros, là, la première étape, en gros, on a retravaillé le positionnement, le funnel, etc. Deuxième étape, c'est trouver ses prospects. Donc là, en gros, quels Ouais. canaux d'acquisition tu peux actionner en tant que freelance, justement, pour trouver tes prospects? Ouais. Donc moi, j'aime bien dire qu'il y a 4 canaux d'acquisition. Si on part du principe qu'après, il y a des déclinaisons de des déclinaisons, donc des sous-canaux au sein de ces quatre grands paniers, quoi. Le premier, c'est le bouche à oreille. Donc ça, c'est ce que tu vas avoir sur le long terme et que tu peux avoir au début si tu as un certain réseau où tu annonces que que tu viens de te lancer en freelance et tu demandes s'il n'y a pas des gens autour qui peuvent être intéressés. En vrai, en pratique, tu peux signer quelques clients, mais ça va jamais être ton positionnement, ce que tu veux aller valider, etc. Donc c'est pas une étape que je recommande nécessairement, même si ça peut être très utile pour beaucoup de personnes. Les 3 autres canaux, beaucoup plus activables à court terme, ça va être les plateformes. Donc dedans, tu as Malte, Collective, pour les développeurs, il va y en avoir d'autres aussi. Tu as LinkedIn, donc dans le sens créer du contenu sur LinkedIn. On pourrait même ouvrir le panier, tu vas dire en fait c'est juste le contenu, peu importe les plateformes sur lesquelles tu vas, mais LinkedIn en fait c'est tellement une plateforme efficace aujourd'hui en B2B que c'est incontournable il faut commencer par avoir une stratégie de contenu sur LinkedIn et après, au bout de quelques mois, tu pourras réfléchir à faire autre chose. Et le dernier, c'est la prospection. Et là, du coup, on sait ce que ça veut dire, hein. Tu contactes des entreprises qui n'ont jamais entendu parler de toi pour essayer de les convaincre de travailler avec toi. Et c'est plutôt le bon schéma de pensée, c'est tu vas identifier des boîtes via des signaux extérieurs qui te permettent de dire qu'elles ont besoin de travailler avec toi et que tu vas leur générer des résultats, dans le sens soit tu vas leur faire augmenter leur CA, soit tu vas leur faire gagner du temps, soit tu vas réduire leurs coûts, et tu les contactes pour leur notifier ça. Alors, en pratique, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, et derrière, naturellement, tu vas réussir à convaincre ces gens-là de travailler avec toi. Au début, tes semaines, elles sont censées être vides. C'est-à-dire que, en fait, des fois, je suis surpris, tu vois, parce qu'on me dit j'ai pas le temps et tout, mais si t'as pas de clients, en fait, t'es censé avoir 40 heures par semaine que tu peux appliquer pour trouver des prospects. Donc, t'as le temps de faire tes profils sur les plateformes, ton contenu, ta stratégie de contenu qui va forcément au début mettre un petit peu de temps à partir, et ta prospection. Donc, en fait, si tu appliques les bonnes méthodes là-dessus, dans tous les cas, en fait, au bout de 2 heures par jour, tu as déjà produit tout ton contenu, il te reste 6 heures pour aller prospecter. Si tu prospectes pendant 6 heures, normalement, au bout de 2 semaines, tu as déjà trouvé ton premier client, quoi. Mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe parce que les gens passent à cette étape avant d'avoir fait l'étape précédente. Et c'est-à-dire, tu vois, je me lance en tant que rédacteur web, je suis pas différencié, et du coup, en prospection, je vais arroser 2000 entreprises en leur disant je suis rédacteur web, je peux rédiger vos articles. En fait, du coup, là, tu peux passer 2 semaines, 6 heures par jour, ça va pas fonctionner. Et par exemple, sur LinkedIn, quelle stratégie vraiment adopter sur LinkedIn pour créer du contenu qui est convertible? Enfin, pas juste du contenu qui fait de la visibilité, mais vraiment du contenu qui convertit des gens derrière. Ouais. C'est quoi ta stratégie, toi, sur LinkedIn? Déjà, le premier point. Donc, LinkedIn, moi, ça a été mon canal d'acquisition principal pendant les 2 années. Ça l'est toujours maintenant, mais sur un business qui n'est pas majoritairement drivé par la génération de chiffre d'affaires en freelance, même si j'en ai encore un peu. Mais du coup, c'est la plateforme que je maîtrise le mieux. Et après, j'ai fait un peu de prospection et du Malte aussi, mais je suis jamais rentré dans les détails pour devenir super malteur, etc. Parce que justement, mon objectif était d'avoir mon propre écosystème, mais on pourra en parler plus tard. Donc, LinkedIn, c'était la base de ma stratégie. Ce qui est difficile, c'est de rentrer dans les tactiques, parce qu'en fonction du moment où les gens vont écouter cet épisode, s'ils l'écoutent dans 6 mois, 1 an, peut-être que les tactiques, c'est-à-dire le type de poste à faire, etc., ne vont plus être d'actualité. Donc, je vais quand même en donner, mais il faut avoir en tête que si vous l'écoutez pas tout de suite, en fait, remettez peut-être en question ce que je suis en train de dire et allez vous faire votre propre opinion, quoi. Le premier point, donc on en revient encore à l'étape 1,
c'est d'avoir un positionnement et une offre qui sont clairs. C'est-à-dire que juste quand je vois ton post dans mon feed, il faut que je comprenne ce que tu vends et est-ce que je suis le type de personne à qui tu le vends. Si ça, c'est pas fait, bon bah déjà, il y a une première étape, c'est que tu vas pas réussir à attirer des prospects parce que juste les gens ne comprennent pas ce que tu fais. L'étape intermédiaire, c'est de se dire, bon bah au moins j'ai un profil clair, comme ça si les gens après cliquent sur mon profil, ils vont comprendre ce que je fais et ils vont faire appel à moi. Mais ça pour moi c'est nécessaire mais non suffisant. Il faut qu'on comprenne dans le post que tu vends et qu'en 2-3 posts on se dise, ok, lui il vend ça, j'ai compris à quoi ça servait, je suis pas la bonne personne ou je suis la bonne personne et je le contacterai le moment venu. Et pour l'instant, je le garde et je vais continuer à consommer ses contenus. Et le jour J, quand je serai convaincu que ce sera le bon timing pour moi, là, je vais lui envoyer un message privé. Étape essentielle. Donc, comment faire titre de profil? C'est l'élément important que tout le monde voit et souvent, en fait, la majorité des titres de profil que je lis, je comprends pas ce que les personnes font. Donc déjà, tu as un élément de clarté que tu peux avoir et qui est évident. Et ensuite, c'est dans le post. Il faut réussir à faire des contenus qui sont pas je vends exactement mon service, mais par contre, j'imbrique le type de prestat que je peux faire dedans. Donc typiquement, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font du build-in public, c'est-à-dire dont moi, je te partage mon chiffre d'affaires, je te partage mes challenges, mes apprentissages du moment, mais tu vas distinguer deux catégories, ceux dans lesquels j'ai bien compris le business, et du coup, bah, j'ai compris ce qu'ils vendaient, et ceux qui disent juste leurs chiffres et les infos. Et donc, si il m'a juste donné ces chiffres, j'ai pas compris ce qu'il vendait. Et du coup, ce poste sert peut-être à attirer une audience qui plus tard comprendra, mais il est beaucoup moins efficace à court terme. Donc ça c'était pour l'exemple de comment est-ce que tu imbriques bien dans tous tes contenus ton service. Ensuite, en termes de stratégie, moi ce que je recommande c'est aujourd'hui, peut-être que ça va évoluer, c'est d'avoir 4 angles et d'ajuster les pourcentages de contenu qui correspondent à chacun de ces angles en fonction de ton niveau de développement et des choses intéressantes que tu as à dire. Premier angle, c'est les ressources, donc c'est partager des contenus, ce qu'on appelle aussi des lead magnets, mais du coup en gros c'est je te partage une base de données, d'outils utiles ou de modèles, de templates, de choses qui vont t'aider dans ce type de service que j'ai construite, que j'ai passé du temps à construire et qui va t'apporter de la valeur. Et dedans, dans ce type de choses, tu peux mettre en avant le fait que c'est ce que tu utilises avec tes clients. Donc comme ça, on comprend bien ce que tu vends, tu as montré de l'expertise et tu attires de l'audience parce que les gens doivent liker, commenter pour recevoir ton document. Donc ça, c'est le meilleur moyen, tu vois, de partir et d'avoir des contenus qui permettent d'avancer au début tout en construisant un certain momentum au niveau de son audience. Peut-être que ça va être saturé, que ça va évoluer, mais en vrai, ça dure depuis des années, donc c'est quand même un contenu que je conseille en priorité. Le problème de ce contenu, c'est qu'il prend beaucoup de temps à produire. C'est pas 1 heure par post, là, ça peut prendre une demi-journée, voire une journée. Donc tu peux pas en faire tous les jours. Le deuxième type de contenu, ça va être la documentation de tes missions. Donc, qu'est-ce que tu fais pour tes clients? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour tes clients? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Quelles sont les études de cas que tu as mises en place pour partager en fait ce que tu fais en tant que freelance dans ton domaine, dans ton activité? Tu vas avoir très peu d'engagement au début sur ce type de contenu. Par contre, c'est de l'engagement qui est très qualifié. Il y a de plus en plus de personnes qui le font, donc il faut quand même se différencier dans les types d'accroches, les choses que tu racontes. Il faut toujours dire des choses qui n'ont jamais été lues ailleurs, parce que sinon, en fait, tu saoules la plupart de ton audience, quoi. Donc là, ça demande de se réinventer et de devenir meilleur dans le type de prestation et dans les résultats qu'on obtient pour ses clients. Donc c'est un processus qui prend du temps. D'où le troisième type de contenu, qui va être l'éducation. Et donc là, c'est enseigner ce que toi, tu as appris sur les 6 mois, enfin sur les 6 derniers mois, les 2 dernières années, qui vont servir du coup les personnes qui sont à l'étape d'avant et qui vont te créer de la légitimité, de la crédibilité par le fait que des personnes sont d'accord avec ce que tu dis sur ton sujet d'expertise et du coup tes prospects, donc tes clients potentiels, vont le voir sur LinkedIn et vont se dire bon bah visiblement vu qu'il tape, vu qu'il y a des personnes pertinentes qui réagissent à ces contenus et qui les trouvent intéressants, c'est qu'il doit pas être mauvais. Moi, je trouve aussi que c'est intéressant et donc il peut être pertinent, sachant qu'en plus j'ai vu qu'il avait eu des résultats pour des clients et qu'il avait l'air d'avoir des process structurés vu qu'il a partagé des ressources dessus. Donc là, tu vois, t'as la fin dans ton noir. Et après, si tu veux aller au-delà, ce qui est pas nécessaire pour moi, c'est de l'angle que j'appelle histoire pour construire de la crédibilité. Et là, tu vas faire plus du storytelling, donc tu vas partager des expériences passées que tu as vécues, mais qui vont servir ta crédibilité sur ton métier. Donc typiquement, tu vois, c'est un truc que je fais moins, mais que j'ai fait à des moments.
mais où tu peux raconter, je pourrais raconter le jour où on a obtenu des résultats extraordinaires en termes de génération de leads avec Collective en faisant un lead magnet justement sur LinkedIn et comment est-ce qu'on l'avait conçu et quel était le plan de com qu'on avait préparé pour le sortir. Et en fait, ça nous a généré 50 prospects sur la journée. Tu vois, j'aurais pu faire ce type de post-là au moment où je me lançais pour avoir une histoire qui justifie ma crédibilité. La différence avec la documentation et l'étude de cas, c'est que là, tu le tournes vraiment en mode storytelling. Donc, tu vas plus faire passer de l'émotion que du factuel. T'as d'autres éléments qui peuvent être liés à tes hobbies, à tes infos personnelles et tout. En fait, tout ce qui montre que tu es quelqu'un de travailleur, de structuré, de fiable, qui se donne à fond sur les projets qu'il ou elle entreprend, va potentiellement aider. Mais c'est pas le truc principal à mettre en avant. Et moi, je conseille que ça soit moins de 20%, tu vois, de ce que tu fais. Alors, bien sûr, après, il y aura des contre-exemples et des gens qui font que ça et qui ont un business qui tourne très bien. Parce que, en fait, toutes les règles, une fois que tu les as données, dans le contenu, elles peuvent être brisées à partir du moment où tu proposes quelque chose de tellement créatif et innovant que tu crées une connivence avec une audience et qu'elle te suit. Mais ça, en fait, probablement, si vous écoutez ce podcast, je vous conseille pas de commencer par ça. Commencez déjà par progresser, faire du contenu naturel. En fait, vous le sentez, si vous avez un don naturel pour faire des trucs qui partent viraux, là, vous pouvez aller là-dessus. Mais si c'est pas un don naturel, en fait, développez votre compétence avant d'aller vers cette dernière stratégie qui peut être pertinente. Mais Voilà. est-ce que c'est suffisant de créer du contenu de qualité? Du coup, toi, est-ce que tu attends qu'on te contacte finalement dans la messagerie avec ton contenu de qualité? Ou alors est-ce que tu fais un mix un peu du contenu de qualité plus un peu de prospection et capter un peu les signaux faibles sur tes posts pour Ouais. justement, toi, être plutôt actif sur, je sais pas, telle personne a commenté tel truc, toi, tu regardes l'entreprise, ensuite tu lui envoies un message. Enfin, est-ce que tu es actif quand même sur la réaction de tes posts ou ce genre de choses? Enfin, comment tu convertis Alors, vraiment les gens derrière? il y a deux possibilités. Moi, j'ai jamais fait ça parce que, enfin, pas jamais. En vrai, j'ai fait deux, trois fois. J'ai envoyé des messages à des personnes qui m'ajoutaient parce qu'elles avaient des posts chez des boîtes que je trouvais stylés. Mais tu vois, c'est moins de 10 personnes, je pense, au total. J'ai jamais fait de rendez-vous avec ces gens-là. Donc, je pense que j'aurais pu ne pas le faire. Ça aurait pas été gênant. Euh, Après, il y a mais la particularité, c'est que en vrai, j'avais quand même fait pendant 2 ans à développer Collective sur la vente de services, notamment sur LinkedIn. Donc, je maîtrisais quand même les rouages de la génération de prospects sur LinkedIn et j'avais une bonne crédibilité, une bonne expertise sur les sujets dont je partageais, ce qui fait que mon contenu, immédiatement, il a performé, il m'a rapporté suffisamment de leads pour que j'ai pas besoin de faire ça. Si quelqu'un qui nous écoute n'est pas dans cette situation, ce qui va parler à beaucoup de personnes, effectivement, ça peut être intéressant d'aller considérer de faire ça. Mais il faut le faire correctement, j'ai envie de dire. Et faut pas. Bon, là, en ce moment, c'est un peu la mode du setting, tu vois. C'est en fait, si tu parles pas à ton audience, aux gens qui t'envoient des invitations dans tes DM, tu es en train de passer à côté de 80% du marché. Je suis pas du tout d'accord avec ça, notamment parce qu'en fait, si tu essaies de le faire, très probablement, tu vas pas avoir les résultats qu'on te promet immédiatement. Et ensuite, parce que ça prend beaucoup de temps de le faire de manière structurée par rapport aux résultats que tu peux avoir. Et donc, si tu passes 1 heure par jour à faire du setting, alors que tu aurais pu passer 1 heure par jour à faire du contenu ou alors de la prospection bien ciblée, bien filtrée, dont on parlait, peut-être qu'on en reparlera après, tu auras plus de résultats. Donc, le ratio effort versus investissement, il n'est pas énorme. Et en plus, cette méthode peut potentiellement saturer assez vite parce qu'à partir du moment où toutes les personnes qui ont un peu une audience vont commencer à parler à leur audience, t'inquiète pas que derrière, tu pourras mettre, enfin, toi qui as 3000 abonnés, c'est pas toi, pardon, je sais pas combien, enfin, je sais plus à combien t'es, mais si t'es quelqu'un de normal, tu vois, sur une expertise technique, t'as 2-3000 abonnés sur LinkedIn, c'est déjà énorme. Mais en fait, tu vas parler à ton audience, tu vas pas exister, enfin, ça va pas être pertinent. Donc, la méthode que moi je recommande là-dessus, c'est notamment pour les gens qui sont au démarrage, c'est de faire son contenu et après d'aller ajouter des fondateurs d'agences ou potentiellement des pairs qui sont en entreprise, donc des prospects potentiels, de les ajouter manuellement. T'en fais 10, 15 par jour pour que derrière, ils voient plus spontanément ton contenu. Et naturellement, ces gens-là vont te contacter. Ou alors, si tu as vraiment un truc intéressant à leur dire, là, tu peux aller les contacter en disant, ou qu'il y a eu un cycle suffisant, tu vois, tu te dis, bah, tiens, ce fondateur d'agence, il a liké 2-3 de mes posts, je vais peut-être lui envoyer un message pour lui dire, s'il a des besoins de sous-traitance sur des projets, je suis dispo. Et tu vois, si tu en fais 10 comme ça sur 1-2 mois,
bon, bah, peut-être que tu vas signer 2-3 clients en sous-traitance pour une agence et ça va te faire tes premières études de cas grâce à cette double stratégie. Mais on n'est pas sur un process super structuré. Par contre, c'est un truc qui peut t'accélérer, notamment si au début, tu as un petit temps de latence. Ça va pas être pertinent pour les personnes qui sont déjà avancées, qui veulent pas faire de sous-traitance. Et ça va pas être pertinent. Enfin. Et ça va pas être pertinent pour les personnes qui veulent vraiment bombarder leur audience et dire ah putain tu m'as ajouté, tac, je te contacte. Il faut mettre un filtre énorme en fait entre les personnes qui vont t'ajouter, que tu vas contacter, ou les personnes que toi tu vas ajouter et que tu vas aller contacter. Il faut vraiment qu'il y ait des critères très précis de ciblage. Et du coup, on revient exactement à la méthode de prospection que je recommande moi pour attirer des clients et qui fait que tu contactes pas plus de 6 à 15 entreprises par semaine. Donc on passe dans le bucket prospection. Tu vois. Mais le fait de publier du contenu et de prospecter sur LinkedIn va avoir des synergies importantes, ça c'est sûr. Ok, donc là, la deuxième étape, en gros, quand tu génères des prospects, ils rentrent dans ton pipeline. Troisième étape, c'est se vendre, du coup. Enfin, là, il y a pas mal de sujets justement Ouais. dans la vente. Mais déjà, comment tu peux améliorer ton taux de closing? En gros, tu as des prospects, comment tu peux peut-être passer de, je sais pas, 30 à 60% de taux Ouais. de closing? Alors, en très accéléré, la première étape généralement c'est de structurer son process, donc de se dire comment est-ce que je vends. Quelqu'un me compte. Donc, le process que je recommande dans 90% des cas, il peut y avoir des variations, etc. Mais pour moi, c'est le plus intéressant. C'est faire en sorte que la personne vous contacte en message privé ou par email si c'est une recommandation, ou alors c'est vous qui l'avez contacté par email si c'est de la prospection. Comme ça, vous avez une discussion par écrit. Et c'est possible de mettre en place une première étape qui va être le filtre, c'est-à-dire ne pas proposer des appels à tout le monde. On peut être un peu plus flexible au début sur cette étape-là parce qu'au contraire, tu as envie de récolter le plus de feedback du marché, le plus de retours possible du marché. Et du coup, tu vas potentiellement accepter des appels avec des personnes qui ne sont pas éligibles ou alors que tu n'accepteras pas plus tard. Mais comme c'est le début que tu as du temps, tu peux le faire. Première étape. Deuxième étape, c'est combien d'appels tu fais. Ce que je recommande au début, c'est de faire en 2 appels. Une fois qu'on est à l'aise, on peut passer en un seul appel si on a envie, si ça correspond au type de projet qu'on vend, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Premier appel, c'est ce qu'on appelle l'appel de découverte. Deuxième appel, c'est ce qu'on appelle l'appel de closing. L'appel de découverte, le but, c'est de récolter le maximum d'informations sur l'entreprise et de commencer à proposer une ébauche de solutions et de plans pour atteindre les objectifs du client. En fonction du métier de chacun, si tu es plus ou moins stratégique, tu as besoin de plus ou moins d'infos sur l'entreprise et tu as besoin de faire un plan plus ou moins élaboré ou qui prend de la complexité externe, de facteurs éléments additionnels à ton métier ou pas. Si tu es rédacteur web et qu'on te contacte pour rédiger des articles SEO, bon bah t'es pas obligé d'aller refaire toute la stratégie marketing de l'entreprise. Par contre, tu peux quand même faire une petite roadmap de tes contenus à partager, de comment est-ce que tu vas faire pour t'assurer que quand on te partage un sujet, il y a vraiment de l'intérêt d'un point de vue SEO, et du coup quelles sont les synergies à en tirer, etc. Et voilà, pouvoir dresser l'ébauche d'un plan. Tu conclus, tu prends le rendez-vous pendant l'appel pour l'appel suivant, et l'appel suivant, c'est une présentation, et là tu structures l'appel plutôt avec une partie 1 où tu vas présenter ton plan de manière structurée, dans un calendrier, avec un timing, un budget. Et ensuite, tu vas rentrer dans la phase de closing où tu vas traiter toutes les objections du client. Tu vas ajuster ton plan si nécessaire, ce qui va quand même être souvent le cas parce qu'il y a eu des réflexions, discussions entre ton premier et ton deuxième appel. Tu ajustes ça, tu traites toutes les objections potentielles et donc ça, il faut les traiter de manière proactive. Hein. C'est pas j'attends qu'on me les fasse pour les traiter. Il y a beaucoup de questions à poser là-dessus. Et une fois que tu as tout traité, tu finis l'appel en disant, en ayant quand même une forte intuition, tu vois, à 10-15% de prospect près, tu vas savoir si la personne elle va accepter de signer avec toi ou pas. Au début, peut-être pas, parce que tu as besoin de récolter l'info et de voir si ton intuition est bonne pour l'ajuster. Mais après, derrière, tu vas savoir après le deuxième appel si la personne travaille avec toi. Et donc voilà, étape 1, bien traiter les gens en DM, pouvoir les filtrer si nécessaire. Étape 2, structurer son process de call, son process de vente en 2 étapes. Étape 3, bien structurer les appels et savoir ce que tu vas dire dans les différents appels, voire te créer un script. D'ailleurs, j'en ai partagé dans ma newsletter pour gérer tes 2 appels. Et si tu fais ça, normalement, ça se passe bien. Les erreurs fréquentes, ça va être de laisser le prospect guider les appels et de pas prendre, pareil en anglais, le lead, quoi. Au début, il faut annoncer la couleur, dire, OK, l'appel, il va être structuré de telle manière. Si ça te va, voilà comment est-ce qu'on va procéder. Ensuite, du coup, c'est toi qui gères les différentes phases et tu les fais progresser en cohérence avec ce que tu avais annoncé au début.
Et pareil sur le deuxième appel. Comme ça, c'est toi qui guides le prospect n'est pas obligé de te guider. Sinon, tu perds le contrôle sur la vente. Ouais. Mais je mettrai ta newsletter en commentaire enfin en description de l'épisode, puisque tu avais fait des playbooks ultra détaillés Ouais. quand même sur enfin, cette phase de closing, etc., avec pas mal de conseils. Mm. Mais là, justement, sur l'étape de vente, c'est le moment aussi où tu peux, euh, enfin, c'est le moment où tu annonces un prix. Ouais. Le pricing, autant, c'est quand même un mauvais choix dans le sens où plus tu es productif, bah, moins tu gagnes. Mm. Du coup, il faut quand même tendre vers le package d'offres. Comment packager des offres finalement? Comment se détacher de la vente du temps? Comment packager des offres qui fonctionnent avec ses clients et peut-être augmenter sa lifetime value? Ouais. Donc, ce que tu dis est vrai, mais il y a quand même pas mal d'exceptions aussi, qui dépendent forcément du marché sur lequel tu es, etc. Mais on va dire que dans la majorité des cas, c'est effectivement mieux, toute chose égale par ailleurs, tu vois, si tu peux ne pas dépendre de la vente de temps et réussir à packager une offre qui fait que si tu es plus productif, tu as un taux horaire ou un TJM réel plus élevé que ce que tu aurais vendu en direct. Ça, c'est vrai. Pourquoi il peut y avoir des exceptions? C'est parce que si t'es pas en fait, si toi, t'as packagé ton truc, mais que t'as un autre freelance qui vend au TJM la même chose et que c'est moins cher chez lui, bah, le client, il est pas con, il fait un petit appel d'offres quand même et il va aller travailler avec le freelance qui est moins cher et qui propose la même chose. Donc, tu peux pas le faire de manière isolée, te dire, bon, bah, d'un coup, je faisais ça et maintenant, je passe à ça. Ouais. Et c'est là le problème, en fait, en général, enfin, dans la majorité des cas, c'est que il faut être dans une situation ou sur un marché, un secteur, et on revient à l'étape 1, où tu peux te différencier de ce que font les autres. Et pour se différencier, en fait, il faut mieux répondre que le reste du marché à l'objectif réel du client. Et l'objectif réel du client va être soit d'augmenter son chiffre d'affaires, soit de réduire ses coûts, soit de gagner du temps. Une fois que tu as cerné ça, que tu sais sur quel levier tu joues en priorité, tu te dis comment est-ce que je peux optimiser l'atteinte de l'objectif de mon client. Ce serait quoi dans le meilleur des mondes? Donc, soit tu listes tous les problèmes qu'il peut y avoir pour ce client dans cet objectif-là, soit tu te dis, tu les as suffisamment identifiés, donc tu listes les différents éléments de ton offre que tu peux mettre en place. Une fois que tu as ça, probablement ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de compétences secondaires que tu vas devoir additionner à ta compétence principale, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, il faut que tu changes complètement de métier. Parce que, bah, tu vois, si tu es développeur et que tu es habitué à vendre 800 euros par jour pour faire du front-end en Vue.js pour des startups, tu vois, tu vas pas packager ton offre du jour au lendemain en restant exactement sur le même marché. Donc il va y avoir un travail difficile qui reprend souvent de repasser par l'étape 1 pour arriver à ce stade-là. C'est pour ça que c'est bien de l'anticiper malgré tout. En revanche, si tu es plutôt marketing digital, acquisition, etc., là, ça peut, ou rédaction, copywriting, là, ça va être plus facile, mais il va quand même falloir ajouter des compétences secondaires. Tu définis du coup le plan idéal pour ton client. Tu le fais avec un premier client probablement au TJM, tu obtiens des résultats, tu as un deuxième client pour lequel tu le fais, tu obtiens encore des résultats, et là tu te dis, ok, en fait j'ai un processus répétable que je peux mettre en place pour tout le monde, enfin pour tous les gens qui ont ce même problème-là, et que je peux déployer, et j'ai les études de cas pour le prouver. Et ça, tu le vends sous forme de package. Pourquoi est-ce que ça marche dans ce cas-là? C'est parce que tu as répondu à un besoin qui était existant, tu as prouvé que tu arrivais à y répondre, et tu l'as fait d'abord au TJM, ensuite tu as commencé à le vendre en tant qu'offre, tu as vu que ça fonctionnait, et en gros les clients quand ils viennent te voir et que tu leur parles de l'offre, ils ont même pas l'impression que c'est une offre standardisée, packagée, que tu fais à tout le monde. Ils se disent, putain, c'est exactement le truc qu'il me faut, ça correspond bien, et il n'y a personne d'autre qui me le propose, et parce que justement ça te demande des compétences secondaires que les autres n'ont pas. Et donc là, ils commencent à travailler avec toi pour ça. Et c'est là que tu sors de la dynamique de comparaison, tout en restant rentable pour tes clients, et où tu arrives à vendre à des TJM réels beaucoup plus élevés que ce que tu pourrais atteindre si tu restais positionné sur le marché standard. Voilà, consultant SEO Malte, 500 euros par jour, versus ancien spécialiste SEO qui aujourd'hui fait aussi du SEA, qui fait des sites web qui convertissent pour un segment de clients particulier, qui arrive vraiment à bien les servir et à leur générer des prospects et à être rentable malgré un tarif de 4 000 euros par mois, alors que ça lui prend 2 jours par mois de délivrer le service, quoi. Ouais. C'est le meilleur des mondes, ça prend du temps d'arriver à ça. Tout le monde n'y arrivera pas, mais il n'y a pas besoin de faire ça pour faire 10 000 euros par mois. Ça, c'est pour faire 20, 30, 40 000 par mois, tu vois. Et c'est ce que je te disais au début. Si En tu fait, à parlais partir du moment où de... tu l'as productisé, tu vas passer à autre chose. Tu vas dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus stylé? Qu'est-ce qui m'amuse davantage et tout. Mais tu as cette offre où tu sais que tu es super rentable à l'heure si tu la déploies.
Ouais, si je parlais de packager des offres, c'est justement pour essayer de standardiser ou en gros de gagner du temps et avoir une rentabilité horaire qui est plus importante. Ouais, Parce qu'on perd pas de vue que si tu veux générer plus de CA à la fin du mois, il faut quand même que ta rentabilité horaire, et moi j'aime bien cette notion de calculer sa rentabilité horaire, ça t'en parle assez souvent, par client. En fait, on raisonne souvent à la journée, mais on a tendance à oublier que une heure vaut tant d'argent avec tel ou tel client. Si tu comptes vraiment toutes les heures que tu fais dans une semaine et que tu divises par enfin ton temps, enfin ton CA versus le nombre d'heures travaillées, en fait notre taux horaire il est quand même assez bas si en fait on le regarde pas tout le temps. Et ouais, du coup ouais, packager des offres, standardiser on va dire les livrables, standardiser, enfin définir un process de vente, enfin du coup avoir des jalons, enfin différentes tâches à faire permet aussi d'augmenter sa rentabilité horaire pour chaque client, quoi. ouais, exactement. Exactement. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu commences à le mesurer, tu cherches à l'augmenter naturellement, ton taux horaire. Ouais, Donc c'est l'étape 0 à mettre en place. C'est vrai qu'on. Enfin, en gros, tu me disais juste avant qu'on commence que je parlais moins, tu vois, de la notion de rentabilité à l'heure et tout. Mais c'est parce que c'est pas encore hyper démocratisé. Donc pour faire rentrer, tu vois, pour euh, entre guillemets, même si c'est, enfin, à mon niveau, hein, c'est pas extraordinaire non plus, mais pour éduquer entre guillemets le marché au fait que le TJM n'est pas l'indicateur que tu veux regarder, mais plutôt ton taux horaire et comment est-ce qu'il s'articule par rapport à tes différentes offres et tes différents clients. Bah, souvent je rentre, tu vois, par le fait de parler de TJM et en gros te dire voilà, t'as un TJM à 2000 euros. En fait, moi, d'un point de vue pragmatique, ce que je regarde, c'est le taux horaire. Donc quand je te dis 2000 euros de TJM, c'est que t'es à 250 euros par heure, quoi, ouais. à peu près. Et du coup, bah, la dernière étape, une fois que tu as tes clients, c'est de travailler pour eux, enfin du coup délivrer finalement ce que tu as promis. Ouais. Est-ce que tu as quelques tips ou des erreurs à éviter justement de freelance qui bah, font pas les bonnes démarches avec leurs clients ou en gros ils... En fait, ce qui est intéressant sur la satisfaction des clients, c'est que ça a boosté un des canaux d'acquisition qu'on parlait juste avant, qui est du coup le bouche à oreille. Si ton client est satisfait, déjà il va peut-être reprendre une mission avec toi. Et Mm. peut-être il va te conseiller, et du coup ça va faire du bouche à oreille après en conséquence. Du coup, c'est quoi tes tips pour que les clients soient satisfaits? Ouais, c'est exactement ça. Et même ça bouge, ça booste tous les canaux. C'est-à-dire que quand tu as des bonnes études de cas, euh, bah a priori, quand tu as un client satisfait, c'est que tu as une bonne étude de cas. Donc tu peux la mettre en avant dans ta prospection si tu prospectes. Donc tu vas avoir des meilleurs résultats. Tu vas pouvoir la mettre en avant dans ton contenu. Donc tu vas avoir des meilleurs résultats. Et pareil sur Malte ou autre plateforme. Donc en fait, c'est le point essentiel, tu vois. Même si t'es pas bon sur la majorité des points qu'on évoquait juste avant, mais quand tu as un client, tu le transformes en un succès et que les prospects qui voient ça se disent putain mais c'est exactement ce que j'aimerais qu'il m'arrive quand je vais travailler avec mon prestataire sur ce sujet, bon bah c'est bon. En fait là tu vas faire tu vas au moins faire 5000, 6000 par mois si vraiment t'es nul d'un point de vue vente, positionnement et que t'es un peu un ours dans sa caverne, tu vois, que t'as pas trop envie de parler au client, quoi. Mais si t'es OK sur les autres trucs, tu fais plus de 10 000 euros par mois sans problème. C'est le cas de beaucoup de freelances, en fait, qui publient même pas de contenu et la majorité silencieuse, tu vois, et pour ça qu'on se dit, putain, en fait, ça a l'air dingue alors qu'il y a beaucoup de gens qui font très bien leur travail et pour qui ça tourne, quoi. Et parenthèse, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent faire très bien leur travail, mais qui le font pas très bien. Et faut aussi avoir la lucidité, tu vois, de se regarder en face, se dire est-ce que j'ai vraiment des résultats extraordinaires, différenciés par rapport à ce que d'autres peuvent atteindre ou pas. Donc voilà, je dirais le point clé, c'est d'avoir les résultats pour tes clients. Tu as des professions, des métiers sur lesquels l'étude de cas, en fait, elle est plutôt remplacée par le portfolio. Donc designer, développement, euh, rédaction, copywriting. Le portfolio compte beaucoup, même si tu as aussi les résultats qui sont importants. Et du coup, il faut savoir dans quel axe tu dois jouer, ou si tu as les deux éléments à mobiliser, et te dire tout ce que je mets en place, c'est pour améliorer mes études de cas, mon portfolio en continu, et en être de plus en plus fier, parce que c'est le moteur de mon acquisition sur le long terme, sur l'ensemble des canaux. Après, en termes de stratégie pour améliorer l'expérience client, si on doit résumer en principe premier pour rester un peu dans les timings, ça va être un, sous-promettre et sur-délivrer, c'est un peu un classique, mais chaque fois que tu t'engages sur un objectif, sur une deadline, etc., toujours prévoir du mou pour faire mieux que ce que tu as dit. Et pas l'inverse. Souvent, en fait, on fait l'inverse quand on démarre. Et faire l'inverse, c'est la garantie de ne pas satisfaire
énormément son client. Enfin, de pas optimiser la satisfaction de son client. Le deuxième point, c'est d'être fiable dans le sens, tu te dis ce que tu vas faire, tu fais ce que tu as dit, et tu te dis à ton client que tu l'as fait, dans le temps imparti. Donc ça, c'est une notion toute bête, mais ça demande beaucoup de discipline et de rigueur de faire ça sur du long terme, et de pas commencer à s'endormir et puis de dire « Ouais, bon, ça, je te le fais d'ici demain », et en fait, demain, il n'y a rien, mercredi, il n'y a rien, et jeudi, le client, il dit « Est-ce que tu as pu le faire ?»« Ah non, j'ai oublié, je m'en occupe. » Ou et pire, tu rentres dans une boucle où la semaine d'après, c'est toujours pas fait, tu vois. Bon, là, t'es sûr que tu satisfais pas ton client. Et le troisième point, je dirais, c'est le formalisme. Donc, c'est-à-dire, quand tu fais un meeting, il y a un agenda, enfin, t'es à l'heure, il y a un agenda, il y a des next steps, des prochaines étapes, il y a une note de résumé de ce qu'on s'est dit, que tu peux envoyer ou qui est stocké sur un espace. Quand tu fais un document, c'est propre, ça respecte un standard de visuel. Donc, si c'est un fichier Excel, il y a une légende. On comprend si c'est tel type de case, est-ce que c'est une hypothèse, est-ce que c'est un résultat, est-ce que c'est un résultat qui dépend d'une hypothèse. S'il y a des bullet points, donc des listes numérotées, si tu décides de mettre des majuscules au début de la liste, il y a des majuscules partout. Si tu décides de mettre des points, il y a des points partout. Et comme ça, il n'y a pas, tu vois, une liste où là j'ai une majuscule, là j'en ai pas, là j'ai un point alors que j'en avais pas avant, qui fait que visuellement ton travail il est moins propre et moins beau. Et voilà, c'est du formalisme, mais c'est hyper important à partir du moment où tu vends de la prestation de service. Donc ton livrable, tu l'as vendu. Donc c'est comme si tu achètes un vêtement assez cher et que les coutures, elles sont pas régulières, quoi. C'est pas grave, mais t'es un peu deg. Enfin, tu te dis, pour le prix que j'ai payé, j'aurais bien aimé avoir les trucs propres, quoi. Carrément. Mais en fait, c'est marrant parce que sur la satisfaction client, je trouve que, en fait, il y a la satisfaction du client sur la mission, sur la partie expertise. Mais ce qui compte vraiment, c'est tous les à côté, finalement. En fait, tous les à côté que tu vas faire, que ce soit le livrable, la fiabilité, enfin, ben, il y a pas mal de choses. Et en fait, c'est vraiment les à côté qui vont être très importants. Mais je pense que c'est une bonne transition aussi, peut-être, avec ta formation pour les freelances. Tu disais justement dans un contenu que, en gros, en 2024, tu voulais inverser un peu la tendance, que tu voulais moins vendre ton temps, mais peut-être plus vendre tes produits, du coup, notamment ta formation. C'est quoi tes problématiques du moment aujourd'hui, et peut-être aussi parler de ta formation pour freelance? Ouais. Bah alors, très rapidement, du coup, l'offre que je fais avec Hyper Freelance, c'est un programme qui contient une formation qui reprend l'ensemble des points qu'on s'est donnés en détail sur ton positionnement, identifier tes premiers clients, créer tes offres, travailler ce que j'appelle ta méthodologie propriétaire, de mettre en place une stratégie de contenu performante et du coup régulièrement mise à jour pour que les tactiques restent au clair. 3, la prospection, l'expérience client pour notamment le bouche à oreille, la vente, tout le process de vente à mettre en place avec des templates, tout ce que tu peux appliquer, etc. Puis il y a d'autres points additionnels, notamment au niveau de bien gérer le freelancing. Il y a un module qui va arriver sur l'administratif, etc. aussi, sur la fiscalité. Donc c'est des trucs qui sont ajoutés régulièrement. Le deuxième point clé, c'est le coaching de groupe continu. Donc c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a 2 lives avec moi et potentiellement avec des nouvelles personnes que je vais faire intervenir pour traiter les sujets de chacun en groupe et qu'on puisse se nourrir des problématiques mutuelles. Et 3, du suivi individuel, donc c'est-à-dire que soit tu es suivi par moi, soit tu es suivi par un coach qui t'accompagne dans tes problématiques et du coup à qui tu peux poser des questions en continu, soit en synchrone, soit en asynchrone, c'est-à-dire via Slack, via un appel spontané, ou aussi de manière et l'autre point asynchrone, c'est sinon je peux traiter aussi toutes les questions et faire une vidéo récap et tu sais à quel moment est ta question et comme ça tu vas voir et t'as la réponse, quoi. Donc voilà, c'est un programme du coup qui correspond à ces 3 points-là, plus la communauté que tu rejoins avec tous les freelances qui, en gros, c'est des freelances entre 30 et 40 000 par mois de CA minimum, jusqu'à 150 000 pour les plus avancés. Et parfois, il y a aussi des freelances qui démarrent et qui veulent accélérer. Et donc là, ce que je recommande, c'est quand même d'être convaincu de sa réussite, tu vois. C'est de pas avoir en fait, il y a d'autres programmes aussi qui sont très bons pour les freelances qui sont au démarrage, qui ont besoin de trouver leurs premiers clients, de prendre confiance dans leurs compétences, etc. Si ça, c'est ton sujet principal, de prendre confiance dans tes compétences,
valider tes trucs et tu as plus des sujets motivationnels, peut-être qu'il y a d'autres programmes qui seront plus pertinents que le mien, même s'il y a des personnes dans ce cas-là dans mon programme aussi, hein, mais c'est juste, du coup, souvent, elles sentent ça les tire vers le haut, mais elles sentent qu'il y a un décalage par rapport à tous ceux qui sont plus avancés. Ça peut être un peu frustrant, difficile au début, quoi. Donc voilà pour le programme. Ensuite, les challenges du moment. Donc les challenges qu'il y a eu. Donc là, il y a à peu près 70 personnes à l'heure où on enregistre. Les challenges du moment. Mais en fait, si je résume les challenges du moment, c'est que tu es en train de passer d'un modèle freelancing, du coup de vente de temps, à un modèle plutôt solopreneur où tu vends des produits. Donc, Ouais. c'est pas du tout les mêmes sujets. Et est-ce que tu fais encore du freelancing? Enfin, j'imagine que oui à côté. Mais enfin, c'est quoi du coup les problématiques de ce switch de freelancing vers solopreneur? Ouais. En gros, mon focus sur la fin de l'année dernière, c'était d'identifier le modèle qui allait me permettre de passer à l'étape d'après. Donc en gros, en freelance, tu as ce plafond qui va être autour de 10, 15 000 euros, voire 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, au-dessus duquel c'est difficile d'aller, parce que tous tes revenus dépendent directement ou indirectement de la vente de temps. Donc même si tu as des offres structurées sur lesquelles tu as un rendement horaire très élevé, comme je te disais, à moins de tabasser et de faire que ça, en fait, finalement, tu vas juste moins travailler, ou alors continuer de faire évoluer ton positionnement et tout, et tu stagnes à ces mêmes, enfin, à la fourchette très haute, hein, mais tu es bloqué à ce niveau-là. Donc, le modèle que j'ai identifié, c'était de pouvoir soit me spécialiser donc, dans le service productisé, ce qu'on décrivait juste avant, qui m'a moins plu, soit basculer sur un modèle où justement mes revenus dépendaient majoritairement étaient générés majoritairement en asynchrone, c'est-à-dire pas en vendant mon temps directement. Donc j'avais fait la formation SEO, qui était une bonne première étape, et ensuite j'ai créé le programme Hyper Freelance parce que ça me faisait plus kiffer sur le moyen long terme de pouvoir aider des freelances à développer leur business que d'accélérer et d'avoir des gens qui viennent pour apprendre, pour développer leur site. C'était super aussi, hein. Et d'ailleurs, je vais probablement la reprendre pour l'ajouter, tu vois, et commencer aussi à ajouter des briques de formation de compétences métiers en plus de la compréhension business et de l'accompagnement et du coaching et du suivi à moyen terme là-dessus, parce que la compétence métier, en vrai, c'est la clé aussi pour avoir des études de cas et du coup pour performer sur du long terme. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai changé de modèle, ou en tout cas que j'ai fait évoluer mon modèle dans ce sens-là. Je continue à vendre mon temps, mais l'avantage, c'est que maintenant, je refuse de le vendre si c'est pas 400, 500 euros par heure, quoi. Parce que je préfère, pas parce que je génère 400, 500 euros par heure en continu, mais parce que pour moi, c'est le cap à partir duquel, sinon, je préfère passer mon temps à développer mon programme et mes offres de revenus asynchrone plutôt que vendre mon temps. Et donc souvent, c'est un type d'accompagnement particulier qui s'appelle le Done With You, qui est un peu à mi-chemin entre le coaching et la prestation de service, du coaching B2B, quoi, en gros. Alors, Donc, en vrai, c'est voilà, pas si mais ça évident que ça. représente pas une majorité de mon chiffre d'affaires. Effectivement, la majorité, elle dépend des programmes et des formations. Et du coup, les challenges, comme tu disais, c'est rendre ça bien clair auprès des personnes. Donc ça, c'est toute la partie marketing, en gros. Enfin, c'est la même chose qu'en freelance, en fait, hein. C'est l'offre. Une fois que tu as la bonne offre, le bon marché, attirer tes prospects. Une fois que tu as tes prospects, s'assurer qu'ils sont convaincus de la valeur pour rejoindre le programme. Et ensuite, délivrer, atteindre les résultats promis pour avoir les études de cas, les témoignages et du coup développer. Donc en fait, le format, c'est le même. Mais par contre, la méthode d'exécution, c'est pas la même au niveau du contenu que tu partages. Et il y a besoin souvent d'avoir des funnels, ce qu'on appelle des funnels, donc des tunnels email ou de contenu plus sophistiqués. Et tu peux pas être monoplateforme au niveau de ton contenu. Tu peux pas juste faire du LinkedIn parce que sinon tu vas stagner là-dessus. Donc tu es obligé d'aller sur d'autres plateformes, d'où le fait d'avoir un podcast, une newsletter comme toi, et d'envisager d'avoir plus de contenu vidéo aussi à moyen terme, quoi. Et parce que aussi le panier moyen, il est plus petit là sur un modèle solopreneur où tu vends, enfin Ouais. c'est à l'arrivée un peu des particuliers, c'est des freelance solopreneurs, mais c'est des particuliers versus freelancing où tu vendais à des boîtes du coup des offres packagées plus chères. Enfin du coup c'est quand même assez dur de retrouver une équivalence entre les deux pour générer autant sur la partie solopreneur que la partie freelancing, sachant que freelancing tu performais très bien, je pense en 2023. Alors, mon chiffre d'affaires, il a quand même bien augmenté, dans le sens où voilà, je stagnais autour de 13-14K par mois en linéaire, hein, quand on lycée, c'est-à-dire en comptant les Ok. vacances, les trucs comme ça. Alors que là, sur le premier semestre de l'année, faut que je recalcule, mais je suis à plus de 20K. Alors, je suis à 23 ou 24. Donc, tu vois, j'ai quand même... pour moi, j'ai passé le cap, donc j'ai passé le plafond de verre,
et je suis sur un modèle où je sais qu'à partir de maintenant, je peux aller chercher au-dessus de ça sans me rajouter du travail additionnel. Ce que j'avais pas avant. Donc non seulement je fais plus de CA, mais aussi j'ai la possibilité d'aller plus loin. Par contre, là où tu as raison, c'est que la difficulté, c'est de réussir à avoir suffisamment de visibilité de visibilité auprès de ta cible, et 2 de crédibilité et 3 de qualité de l'offre pour que les éléments cliquent et que les gens passent à l'action. La difficulté aussi, c'est quand même que le marché est en train de se structurer objectivement sur l'accompagnement business en général. C'est des offres, des accompagnements qui ont beaucoup de valeur. Il commence à n'y en avoir pas plusieurs qui sont de qualité, alors que je pense que jusqu'à la fin de l'année dernière, la majorité, c'était pas excellent. Là, maintenant, tu vois, j'ai des personnes de mon programme qui en ont suivi d'autres, qui me font des bons retours en me disant, bah, c'était bien pour telle raison, j'y ai trouvé tel élément, etc. Donc, tu as des clients satisfaits de ce type de programme. Donc, ça crée du bouche à oreille, ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont potentiellement faire appel à ces programmes. Mais les programmes de qualité, ils commencent à être visibles, ils commencent à être structurés. Donc, c'est difficile d'aller émerger de nulle part parce que le standard est plus élevé. Et je pense que c'est ça la difficulté. Enfin, moi, je pense que je suis arrivé pile au bon timing sur le truc, mais aujourd'hui, là, c'est une difficulté claire pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dessus. C'est pour ça que moi, pour moi, et je l'incarne pas bien, et j'espère corriger ça à moyen terme, mais pour moi, c'est plus évident d'aller sur la compétence, donc l'accompagnement au développement d'une compétence, que l'accompagnement business. Donc tu vois, typiquement, c'est plus pertinent si tu es freelance de te dire ma manière de scaler, ça va être de devenir le meilleur sur ma compétence, et ensuite je vais enseigner, je vais ajouter une brique formation ou une brique revenu asynchrone dans laquelle j'enseigne la compétence que j'ai développée, sur laquelle j'ai développé toute ma crédibilité, qui m'a fait mon acquisition client, et que et du coup j'arrive à lancer une offre là-dessus qui va me rajouter du revenu additionnel. Il y a d'énormes synergies parce que expertise perçue plus importante à partir du moment où tu es formateur, et tu as une formation, il y a des clients satisfaits de ta formation, c'est qu'a priori, tu n'es pas mauvais non plus dans la compréhension de ce que tu fais. C'est pas suffisant, mais ça, c'est un bonus. Et de l'autre côté, tu peux continuer à partager du contenu sur ce sujet qui va t'attirer à la fois des clients pour ton offre de prestation de service et à la fois des clients sur ta formation. Donc il y a beaucoup plus de synergie que si tu veux passer en mode accompagnement business et te dire je vais faire un bootcamp pour les freelances en leur expliquant comment passer de 5 000 à 10 000 par mois. En vrai, il y a moyen de le faire, mais il va falloir se différencier très concrètement de ce que font les autres en termes d'offres, en termes de crédibilité et en termes d'audience. Donc potentiellement se nicher, tu vois, on revient sur le travail de positionnement, mais se dire à qui est-ce que je vais vraiment m'adresser. Le point qui est particulièrement important aussi, parce que tu me disais, tu gagnes, enfin effectivement au début tu vas moins gagner et tout, ça c'est vrai, mais c'est juste qu'en fait cette phase-là, là je l'ai passée. C'était une phase où, bah, tu vois, novembre, décembre, j'ai quand même beaucoup travaillé avec moi, enfin j'étais en vacances entre guillemets, donc je préparais mes lancements, mes programmes et tout, et donc je faisais pas plus de chiffre d'affaires à ce moment-là, alors que je continuais de travailler pour développer des briques qui sont arrivées plus tard. Donc c'est vrai que tu as une petite phase où tu flottes, et bah moi j'ai eu la chance que ça se passe vite. Il y a des personnes pour lesquelles ça prend beaucoup plus de temps. Pour ça aussi que aller sur la compétence métier, ça permet quand même d'aller plus vite, parce que tu as davantage de synergie, donc tu n'as pas besoin de faire un changement de marché complet. Ouais, bah, une de mes dernières questions, et après on pourra clôturer l'épisode, je pense. Là, ce que tu as dit de très intéressant, c'est que justement, tu as généré plus de CA là, sur le premier trimestre. Est-ce que c'est pas toi-même qui a brisé finalement ton plafond de verre que tu pouvais avoir en tête mentalement avant? Parce que ce que tu as dit, c'est que tu acceptais que l'émission maintenant, ou peut-être tu avais du 300 ou 400 euros à l'heure. Est-ce que finalement, t'as pas toi-même tout seul brisé ce plafond de verre que tu pouvais avoir avant, justement sur des missions que tu acceptais peut-être à tarif plus bas? Euh, En vrai, je pense que j'aurais pu effectivement aller sur un modèle service productisé et faire à peu près le même volume de chiffre d'affaires, mais ça m'amusait moins. Donc dans tous les cas, je savais que je voulais plutôt aller sur un modèle produit, donc infoproduit en l'occurrence. Et j'avais aussi l'hésitation entre... En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est plutôt me focaliser sur ma formation SEO, et potentiellement ça m'aurait fait plus de CA, je pense, à court terme là. Ok. Parce que j'aurais eu les synergies, tu vois, entre les différents points. Et là, j'ai eu des petits chiffres, enfin des petits changements au niveau de ma stratégie édito, des contenus que je partageais, etc., qui demandent quand même de rétablir sa crédibilité. Je pense que à court terme, ça aurait été plus efficace de faire ça, c'est quasiment sûr. J'ai généré plus de chiffre d'affaires, tu vois, sur mon lancement SEO que sur mon lancement freelance, par exemple. Ok, Bon, ouais, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. sur le long Mais terme, voilà. c'est peut-être plus intéressant sur la partie freelancing, si en gros
tu t'itères plutôt bien. Bah là, mon point, c'est d'ajouter des briques de compétences métiers, tu vois, au programme. Parce que bah là, aujourd'hui, on est sur des tailles humaines, tu vois, c'est des promos de 30, 40 personnes. Donc c'est OK, on peut suivre tout le monde d'un point de vue communautaire, réussir d'un point de vue individuel, réussir à s'assurer qu'il y ait des résultats. Mais tu vois, passer à 100, 200 personnes par mois, c'est dur, hein. Et de continuer à délivrer ta promesse de changement entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu es sorti, honnêtement, c'est difficile. Et sur le freelancing, donc on pourra en parler sur d'autres épisodes, mais ce que je remarque, c'est que les personnes qui y arrivent, c'est plutôt sur des marchés plus larges. C'est-à-dire, ils vont accompagner les coachs B2C, donc qui ont des clients qui ne sont pas des entreprises, forcément. Et du coup, le marché est énorme. Et en fait, des coachs, tu vois, il y en a, enfin, des indépendants. En gros, il y en a plusieurs millions en France. Des freelances qui font réellement du CA ou qui se lancent, je pense qu'il y en a 200 000, 300 000. Et du coup, tu as un marché qui est beaucoup plus faible, genre 10 fois plus faible. Et du coup, moi, j'ai plutôt envie, tu vois, à voir comment ça se crée, mais d'ajouter plus de briques de compétences métiers pour qu'il y ait davantage de synergie aussi. Enfin, que tu puisses rentrer soit parce que tu es intéressé pour développer une compétence, et qu'après, plus tard, bah, si tu as envie de structurer ton business, ce sera pertinent, soit que tu puisses rentrer pour structurer ton business, et en plus de ça, tu développes les compétences additionnelles au bon moment parce que tu es convaincu de la qualité de l'enseignement. Ouais. Bah écoute, Rémi, merci pour l'épisode. Je pense on essaiera peut-être de refaire un second épisode puisqu'on n'a pas du tout abordé ton parcours, Ouais, avec chose plaisir. que j'avais annoncé, mais en fait, tu avais tellement de choses à dire sur la partie freelancing que je pense... J'ai été trop bavard. Non, mais c'est bien, c'était, je pense, intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Tu as donné pas mal de tips assez actionnables sur comment mieux performer, peut-être atteindre les 10K pour certains tous les mois en tant que freelance. Donc franchement, très très cool. Merci à toi. Je mettrai tous tes liens, du coup, ton podcast Hyper Freelance, Super. ta newsletter, aussi ta formation, si les gens veulent aller voir. Franchement, Ouais, allez puis vous voir ton m'envoyez, contenu sur s'il y a des gens LinkedIn. intéressés, ils peuvent m'envoyer un message privé sur LinkedIn. Normalement, je réponds. Et Ok. du coup, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Mais déjà, juste la newsletter, c'est full qualité tout le temps. Enfin, merci à toi pour le contenu que tu proposes. Franchement, c'est très très cool. Merci, Axel.